Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Cette semaine, je vous ai proposé une compréhension écrite. Une compréhension écrite dans laquelle je me suis amusée en partant d'un phénomène qui se produit en France depuis plusieurs mois, c'est-à-dire que nous avons une pénurie de moutarde et de moutarde de Dijon. On peut trouver cette situation parfois déplorable, parfois un peu ironique, cocasse, un peu drôle, à savoir que voilà, la moutarde de Dijon, en théorie, est produite à Dijon et que depuis quelques mois, il n'y a plus de moutarde dans les rayons des supermarchés ou des épiceries françaises parce que, eh bien, comme pour beaucoup d'autres choses, la production a été délocalisée, ou plutôt que de délocaliser la production, on s'est mis à acheter des productions de graines de moutarde qui sont venues de l'étranger. Et donc, on s'est mis dans une situation un petit peu délicate. Du coup, en France, eh bien, la réalité, c'est que depuis plusieurs mois, il n'y a presque plus de moutarde de Dijon. Ah là là, catastrophe. Alors, c'est pour cela que j'ai choisi de vous donner une petite compréhension écrite sur ce thème. Ce que j'explique en introduction de mon article de blog, c'est que cette compréhension écrite, je suis allée la prendre sur le site de France Bleu. Alors, France Bleu, à l'origine, c'est une radio. Donc, si vous voulez écouter la radio, vous pouvez même télécharger l'application France Bleu sur votre téléphone ou l'écouter via votre ordinateur si vous n'êtes pas en France. Et France Bleu, c'est une radio du service public. C'est donc une radio qui est payée par les taxes des citoyens français, des contribuables soumis à l'impôt, des gens qui payent l'impôt. Et c'est une radio qui a sa maison mère à Paris et qui a ce qu'on appelle des antennes locales dans chaque département. C'est donc une radio qui peut être intéressante parce que on peut, si on veut, avoir de l'information locale qui est vraiment issue du terrain. C'est donc quelque chose, quand on veut savoir ce qui se passe dans une certaine région, le mieux c'est d'aller sur l'antenne locale de France Bleu. Et donc moi, pour savoir ce qui se passait au niveau de la moutarde de Dijon, je ne suis pas allée chercher sur France Bleu Bretagne, ni même sur les radios parisiennes. Je suis allée sur la radio France Bleu Bourgogne et bien sûr, j'ai trouvé un entretien entre un journaliste et le dirigeant d'une société de moutarde. Alors, c'est ce que je vous ai proposé de voir dans la compréhension écrite, et c'est ce qu'on va regarder maintenant tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, hop, déjà. Donc, par pure curiosité, si vous êtes, hop, France Bleu, déjà, on va essayer d'accéder au site juste pour vous montrer. Voilà, francebleu.fr. Et quand vous êtes sur le site de France Bleu, qui met 3 heures à s'ouvrir, eh bien, vous avez des informations. Et puis, vous pouvez aussi avoir votre radio locale. Donc, ce site, ben, maintenant, vous l'avez, puisqu'il est dans la vidéo. Hop là, j'arrive pas à avoir le menu, c'est pas ce que je cherchais. Donc, vous avez les émissions. Et puis, j'arrive jamais à y arriver par là. J'arrive jamais à y arriver. Vous avez vu la jolie phrase que je vous ai fait. Bref, trouvez ma station locale, voilà. Et puis en dessous, vous avez émissions et podcasts, donc vous pouvez. Et voilà, dans trouver ma station locale, vous voyez, chaque petit point correspond à une antenne de France Bleu. Donc vous pouvez aller vous promener et vous verrez que chaque radio a ses spécificités. Donc, je ne sais pas si on va du côté de France Bleu La Rochelle, là on est vers l'Atlantique. La Rochelle, c'est une très belle ville. Vous avez la grille des programmes, vous pouvez écouter pardon, le direct et donc vous saurez plein de choses. Voilà. Alors maintenant, revenons à notre texte, notre compréhension écrite sur la moutarde de Dijon. La pénurie de moutarde dans les rayons va durer jusqu'en 2024, selon le PDG de Rennes de Dijon. Allez. Par contre, je ne suis pas sûre de pouvoir vous lire le texte parce que j'ai été malade la semaine dernière et il y a encore des petits restes. Donc, à parler dans mon micro comme ça et à essayer de parler correctement assez fort,
je m'aperçois que ma voix a encore quelques petits soucis. Désolée, je bois une gorgée. Allez, on continue. Alors, notre texte commence. On n'a jamais autant parlé de moutarde de Dijon que depuis cet été 2022. Pénurie, hausse des prix, théorie du complot. On fait le point avec le PDG de Rennes de Dijon, troisième producteur français de moutarde installé à Fleury-sur-Ouche, près de Dijon. Alors attendez, par contre, ce que je vais faire, je vais grossir le texte parce que si vous êtes en train de regarder depuis votre smartphone, ça ne va pas vous aider. La moutarde est un produit emblématique de la Côte d'Or, mais depuis quelques mois, son prix a aussi atteint des côtes d'or. Nombreux sont ceux désormais qui considèrent que la moutarde est passée du statut de produit de grande consommation à celui de produit de luxe. La pénurie de graines de moutarde, à la base de sa fabrication, engendre une pénurie de pots de moutarde dans les rayons des supermarchés et, mathématiquement, une hausse des prix de vente. Complot, réalité, quelles conséquences? Entretien avec le PDG de Rennes de Dijon, Luc Vandermassen, troisième producteur de moutarde. Luc Vandermassen, avez-vous le sentiment aujourd'hui de diriger une entreprise de produits de luxe? Non, pas encore. La moutarde reste un produit très très bon marché. Le prix a un peu augmenté, effectivement, et va continuer à augmenter. Mais on n'est pas encore dans le produit de luxe, malheureusement. Plus sérieusement, on parle depuis des mois de pénurie de moutarde et on voit les prix flamber. Est-ce qu'elle existe vraiment cette pénurie? Oui, tout à fait. La pénurie est une réalité. Ça concerne principalement la moutarde de Dijon parce qu'elle est fabriquée avec des graines brunes qui ne sont pas les mêmes que les graines qu'on utilise dans les autres pays du monde. En fait, en France, on fait de la moutarde de Dijon et cette graine brune a manqué à cause du dôme de chaleur au Canada en 2021 et à cause de la mauvaise récolte en Bourgogne également en 2021. Là, pour des raisons d'humidité et de gel, les 7, 8 et 9 avril 2021. Concrètement, pour Rennes de Dijon, est-ce que ça vous a obligé à monter les prix? Oui, on a monté les prix parce qu'on nous a augmenté nos coûts d'achat. On a dû payer la graine plus chère. Donc, on a répercuté ces hausses. Mais effectivement, dans des mesures encore raisonnables, compte tenu du prix auquel étaient vendus les pots de moutarde l'année dernière. Cette augmentation est de quel ordre? Elle est variable, suivant la taille des pots. On ne peut pas donner de chiffres très très précis. Mais dans certains cas, on peut aller jusqu'à plus 30%, voire plus 50%. Selon vous, combien de temps va-t-il falloir encore attendre pour retrouver des prix normaux sur le marché? Je pense qu'il va falloir attendre au moins jusqu'en 2024. Ça va être relativement long parce qu'on sait déjà que la prochaine récolte, autrement dit celle qui est en cours, est commercialisée à des prix qui sont beaucoup plus élevés que ceux qu'on a connus auparavant. Ce qui est important, c'est de voir que cette pénurie va se régler quand les récoltes arriveront dès le mois d'octobre 2022. Donc, dans quelques semaines, la situation va s'améliorer parce qu'on va pouvoir enfin utiliser la graine de Bourgogne qui a déjà été récoltée, mais qui est en cours de nettoyage. En revanche, la révolte, joli lapsus, la révolte, c'est mon côté français. Je ne pense qu'à révolte et révolution. Allez, je reprends. En revanche, la récolte canadienne n'arrivera, elle, que dans nos usines vers le mois de décembre. Bon, du coup, j'ai mal lu toute la phrase. Vous parlez de la filière bourguignonne. Est-ce que la production est suffisante? Est-ce qu'elle a augmenté? Tout à fait. Il y a beaucoup plus d'agriculteurs qui se sont mis à cultiver la graine de moutarde, mais qui vont le faire à partir de l'automne 2022, donc pour une récolte à l'été 2023, et qui sera utilisée dans nos usines fin 2023 et courant 2024. Là, il y a une très forte augmentation, puisqu'il y a une multiplication par 2,5 de la surface ensemencée. On espère évidemment que ça va nous donner une plus grande capacité à répartir les risques. Vous savez déjà si la récolte a été bonne cette année? Oui, la récolte a été très bonne en 2022. En Bourgogne, on a 50% de graines en plus par rapport à 2021, donc c'est bien. Mais ce sera insuffisant malgré tout pour répondre à la totalité des besoins du marché. Rennes de Dijon produit combien de tonnes de moutarde par an? Je ne peux pas vous donner le chiffre de cette année car je ne le connais pas encore. Mais d'habitude, on était plutôt autour de 16 000 tonnes de moutarde. Cette année, ce sera évidemment un peu moins compte tenu de cette pénurie. Et on utilise, nous, la graine de moutarde de Bourgogne pour notre marque Rennes de Dijon exclusivement.
On utilise évidemment aussi de la graine canadienne pour d'autres produits. Quelles sont vos perspectives pour ces prochains mois? C'est d'augmenter cette production? Tout à fait. On est en soutien total de la filière puisqu'on envisage de doubler, dans un premier temps, nos achats de graines de Bourgogne et puis ensuite, éventuellement, d'aller encore plus loin. On en a acheté déjà beaucoup, mais on n'était pas livré à la hauteur de nos commandes. C'était ça le problème. Au niveau du chiffre d'affaires, vous arrivez finalement à avoir quand même une stabilité ou il en baisse cette année? Non. L'augmentation des prix a fait que ce qu'on a perdu d'un côté avec la baisse du volume, on l'a récupéré avec les prix qui ont augmenté. Notre chiffre d'affaires est plutôt stable, voire en légère croissance. Mais on ne fait pas que de la moutarde dans notre entreprise. On fait également des sauces condimentaires froides. Cette activité a été beaucoup moins impactée par la pénurie, évidemment. Pour avoir une idée, il s'élève à combien? L'entreprise fait un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand on avait des problématiques d'arrêt ou de ralentissement des lignes, on utilisait des salariés sur d'autres lignes. On les a tous gardés. On n'a pas eu recours au chômage partiel parce qu'on tient vraiment à garder notre savoir-faire. C'est compliqué. On apprend, on a formé des gens et ça, c'est important pour nous de rester dans cette démarche. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact du tout pour les salariés. Rennes de Dijon emploie combien de salariés? 165 actuellement. C'est une belle taille, surtout qu'il y a 25 ans, on était 23. Donc, c'est une belle croissance. Un mot sur les marchés? Vous exportez beaucoup? Nous exportons dans 55 pays environ. Les années antérieures, l'export, c'était 55% de notre activité dans l'activité moutarde. Cette année, c'est beaucoup moins. Ça a diminué parce qu'en fait, on a moins vendu à l'exportation parce qu'on a essayé de privilégier le marché français qui avait vraiment besoin de moutarde. Néanmoins, on a essayé de ne pas perdre nos clients et de rester en position de satisfaire les demandes à l'avenir. Source France Bleu, patati patati patata, le 6 septembre 2022. Alors, patati patati patata, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très jolie expression qui veut dire que, alors, l'expression à la base, c'est et patati et patata. C'est une expression qu'on utilise énormément pour dire tout simplement que et il y a encore des choses, voilà, on n'a pas fini de dire, hein, on n'a pas fini tous nos arguments, il y a encore des choses à dire, comme là, moi, j'ai tout simplement dit, en citant la source, comme c'est une adresse Internet très très longue, je ne vais pas lire https www.francebleu.fr/info avec un s économie-social c'est trop long. Donc, j'ai remplacé, j'aurais pu remplacer par etc., si je parlais correctement. Mais comme je parle de façon un petit peu plus familière, là, eh bien, j'ai choisi et patati et patata. Voilà, patati, patati, patata. Et patati et patata, c'est vraiment une expression, ce n'est absolument pas vulgaire, c'est tout simplement une expression un peu familière. Alors, ne l'écrivez pas dans votre synthèse le jour de l'examen du DALF. Ça, non, hein, pas du tout. Si vous passez un examen, non, on ne dit pas et patati et patata. Mais c'est une expression que l'on emploie beaucoup, beaucoup en France et que vous pourrez probablement entendre. Donc, la prochaine fois que vous entendez cette expression, eh bien, vous saurez que ça veut dire et il reste des choses, etc., etc. Voilà. Et patati et patata. Alors, c'est parti pour nos questions de compréhension. Alors, bon, là, je me suis mis sur le document avec les réponses, hein, puisque j'ai tant fait de travailler. Alors, que signifie Côte d'Or dans la phrase la moutarde est un produit emblématique de la Côte d'Or? Alors, la Côte d'Or, c'est tout simplement un des départements bourguignons, c'est-à-dire de la région Bourgogne dans l'est de la France. Hop là, là, je me suis mis sur France Bleu, La Rochelle, mais regardez, on avait une petite carte de France là. Voilà, la Bourgogne, c'est par ici. C'est cette... Et d'ailleurs, ici, je vais avoir France Bleu, Bourgogne. Hein, ça va être par ici. Donc, la Bourgogne, c'est cette région. Ici, on a Lyon. Par ici, on a la Suisse. Hein. Et la Bourgogne, c'est cette région dans laquelle on fait du si bon vin, les vins de Bourgogne. On a des spécialités comme les escargots. Les escargots, vous savez, le truc qui vous fait fuir, partir en courant ou rire ou qui vous intrigue.
Bon, les escargots, ça vient de là, mais il n'y a pas que des escargots, hein. Il y a aussi le bœuf bourguignon. Il y a de très, très bonnes spécialités culinaires en Bourgogne. C'est une terre, je dirais, épicurienne, une terre sur laquelle on va bien manger, on va bien boire. Donc, les vins de Bourgogne, tous les grands crus de Bourgogne, c'est cette région. Donc, voilà. Et la Côte d'Or, c'est un des départements. La Bourgogne, c'est une région. Et la Côte d'Or, c'est l'un des départements de cette région. Et dans le département de la Côte d'Or, eh bien, nous avons, parce que Côte d'Or, chocolat, c'est aussi une marque de chocolat Côte d'Or, si vous venez en France. Et la Côte d'Or, c'est aussi, voilà, on a Dijon qui est, voilà, la Côte d'Or, c'est ici. Dijon qui est la capitale de la Côte d'Or. Et si on prend quelques images, c'est une très très jolie région. Bon, alors on a des cartes superbes, des cartes, des cartes et des cartes. Et Internet qui est un peu lent. Et la Côte d'Or, c'est vraiment une région dans laquelle, voilà, on voit les vignes. On a les vignes, on a des petits villages. C'est une très, très, très jolie région. Si un jour vous pouvez aller la visiter, hop là, je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué, je vais partir. Ah bah, je suis sur TripAdvisor, super. Et la ville de Dijon, c'est aussi une très jolie ville. Hop là, la ville de Dijon, c'est la capitale de la Côte d'Or. Et dans la Côte d'Or, donc voilà, si un jour vous pouvez y aller, franchement, allez-y. C'est une région qui a gardé beaucoup de caractère, qui a encore une très, très, très jolie architecture. Vraiment, si vous pouvez, allez visiter Dijon. En plus, vous mangerez bien, vous boirez bien. C'est vraiment absolument très, très joli. Et puis, il y a la ville de Beaune. Et Beaune est très connue également pour la grande vente qui se passe chaque année dans les hospices de Beaune. Les toits, vous voyez, ces toits typiques de la Bourgogne, les toits en tuiles, on appelle ça en tuiles vernissées, parce que c'est comme s'il y avait un vernis dessus. Donc c'est absolument magnifique, c'est très très beau. Beaune est une assez petite ville à taille tout à fait humaine. C'est vraiment un petit bijou au milieu de la Bourgogne. On mange bien, on boit bien. Franchement, Dijon, Beaune, allez-y. Donc voilà, ma question c'est que signifie Côte d'Or? Eh bien, dans la phrase la moutarde est un produit emblématique de la Côte d'Or. Eh bien, la Côte d'Or, c'est l'un des départements de cette région de Bourgogne. Et un produit emblématique, c'est-à-dire un produit qui représente cette région. Voilà. Et la capitale est Dijon. La ville de Beaune est également très réputée pour ses vins et sa fameuse, c'est-à-dire célèbre, vente des hospices. Et cette ville de Beaune se trouve aussi en Côte d'Or. Donc la Côte d'Or, c'est un département de la Bourgogne que je vous recommande d'aller visiter. Alors ensuite, que signifie côte avec un S d'or dans la phrase, mais depuis quelques mois, son prix aussi atteint des côtes d'or. D'accord? Donc dans le texte, ici, la moutarde est un produit emblématique de la Côte d'Or, mais depuis quelques mois, son prix aussi atteint des côtes d'or. Donc là, on a un jeu de mots, c'est-à-dire que, c'est ce que je vous explique ici, le journaliste nous fait un jeu de mots et ça fait d'une part référence à la région de la Côte d'Or et d'autre part à la côte de cette région. Donc la côte, c'est un terme qui, à la base, est issu du monde des paris sportifs. Les chevaux, les courses de chevaux, maintenant il y a aussi les courses de chiens. Donc dans une course hippique, cheval. Dans une course hippique, la cote d'un cheval détermine en quelque sorte ses chances qu'il a de gagner. Donc, la cote du cheval, c'est pour les parieurs, les gens qui vont parier de l'argent, qui vont essayer de gagner de l'argent. Eh bien, les parieurs essaient de déterminer, de deviner quelles sont les chances pour tel ou tel cheval de gagner la course. Et donc, ça s'appelle la cote d'un cheval. C'est statistiquement ce que les gens qui sont en train de parier, de jouer, pensent que ce cheval a de chances de gagner. Et donc, par extension, ensuite, la cote d'un produit, ça signifie son évaluation, l'évaluation de sa valeur. Quelle est la cote? On parle, par exemple, dans le domaine artistique, on va parler de la cote d'un tableau. Est-ce que ce tableau est très bien coté? Est-ce qu'il coûte très très cher? S'il s'agit d'un tableau de Picasso ou de Dali, il va avoir une cote phénoménale, il va coûter extrêmement cher.
Et puis, si c'est moi qui peins un tableau, je peux vous dire qu'il n'aura pas une cote très, très élevée. Voilà, hein. Si j'arrive à le vendre 10 euros, c'est déjà bien. Si j'arrive à le vendre, c'est déjà bien. Voilà, donc la cote, c'est ça, c'est l'évaluation de la valeur. Donc, dans notre phrase, depuis quelques mois, son prix aussi atteint des cotes d'or, eh bien, l'expression les cotes d'or fait référence à la très forte valeur de la moutarde, à sa forte valeur marchande, c'est-à-dire à son prix qui augmente à cause de la pénurie. D'accord? Donc, c'est ça, c'est un jeu de mots entre la cote sportive, la cote qui veut dire la valeur, et puis la cote d'or, le département. Voilà, il y avait un jeu de mots du journaliste. Alors, troisième question. Selon Luc Vandermassen, la moutarde a-t-elle atteint des prix trop élevés? Et on nous dit non, selon lui, la moutarde reste un produit tout à fait abordable, très bon marché. Hop là, on va se mettre dans le texte. Alors, le dirigeant, le journaliste demande justement à Luc Vandermassen, avez-vous le sentiment aujourd'hui de diriger une entreprise de produits de luxe? Donc voilà, là, notre question, il fallait aller chercher par ici. Et la réponse est non. Non, pas encore. La moutarde, ça reste un produit encore très, très bon marché. Le prix a un peu augmenté jusqu'à 50%. Moi, j'appelle pas ça un peu. Hein. Mais bon, le prix a beaucoup augmenté pour le consommateur, mais ce n'est quand même pas un produit de luxe. C'est vrai qu'avant, on pouvait trouver un pot de moutarde à 1 euro. Aujourd'hui, on va le trouver à 2 ou 3 euros. Bon, 2 ou 3 euros, on peut considérer que ce n'est pas cher, mais dans la mesure où on est dans une période d'inflation généralisée, tout est multiplié par 2 ou par 3 dans l'alimentation, donc à la fin, ça fait quand même très très cher. Mais ce n'est pas l'avis de Luc Vandermassen. Pour lui, la moutarde ne coûte pas encore trop cher. Ce n'est pas encore un produit de luxe, c'est encore très bon marché. Très bon marché, c'est que ça ne coûte pas cher. Alors, 4. Pourquoi la pénurie touche plus durement la moutarde de Dijon? Ah ah, et oui, pourquoi la moutarde de Dijon? Pourquoi est-ce que dans les rayons des supermarchés français, on arrive quand même à trouver des espèces de trucs qui ont été étiquetés moutarde, mais alors je peux vous dire, pour un Français, c'est pas de la moutarde, c'est de la sauce vaguement parfumée à la moutarde, mais c'est pas de la moutarde. Hein. Donc, la réponse, c'est parce que cette moutarde, la moutarde de Dijon, est fabriquée avec des graines brunes, à la différence des autres moutardes qui sont produites dans d'autres pays. Et ces graines de moutarde brune se trouvent au Canada, principal producteur de cette graine. Le Canada a été touché par une forte chaleur qui a endommagé les récoltes. Et ces graines de moutarde brune se trouvent aussi en Bourgogne. Et là, en Bourgogne, la récolte 2021 a aussi été mauvaise à cause du mauvais temps et du gel. Donc ça, cette réponse, voilà, est-ce que la pénurie existe vraiment? Oui, la pénurie existe vraiment. La réponse était ici. La moutarde de Dijon est fabriquée avec des graines brunes, donc pas n'importe quelle graine. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes que pour les autres moutardes. Il faut des graines brunes. Et cette graine brune, eh bien, a manqué. Hein, on n'en a pas beaucoup à cause de la grosse chaleur qu'il y a eu au Canada en 2021. Et puis, ces graines de moutarde brunes qui sont produites aussi un petit peu en Bourgogne, eh ben, en Bourgogne, il y a eu une mauvaise récolte aussi en 2021 à cause de l'humidité et à cause du gel. En 2021, en France, le 7, 8, 9 avril, pendant 3 jours, il y a eu un phénomène météorologique et climatique absolument étrange. Il a énormément, énormément gelé. Les températures sont vraiment descendues. Et au mois d'avril, c'est vraiment le printemps, c'est vraiment l'époque où tous les arbres fruitiers, par exemple, sont en fleurs. Et ce gel au mois d'avril avait détruit toutes les fleurs. Et du coup, la récolte, pas seulement de moutarde, mais aussi de fruits, d'abricots, de prunes, de pêches, de pommes, hein, avait été extrêmement réduite à cause de cela. Voilà, voilà, voilà pour le mystère des graines brunes. Alors, question 5. Selon Luc Vandermassen, quand pourra-t-on espérer un retour à la normale de la situation en ce qui concerne les tarifs de la moutarde et son approvisionnement? Parce que le prix de la moutarde, c'est une chose, mais l'approvisionnement, on a besoin d'avoir de la moutarde. Que la moutarde coûte cher ou pas cher, si on ne peut pas y accéder,
Ça ne nous change pas beaucoup la vie. Alors, réponse pour lui, il faudra patienter au moins jusqu'en 2024 pour les prix, même si les approvisionnements vont pouvoir recommencer dès octobre 2022. Donc, ce monsieur va dissocier deux choses. D'une part, le prix, hop, 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 l'augmentation, et on va un peu plus loin. Voilà. Combien de temps va-t-il falloir encore attendre pour retrouver des prix normaux sur le marché? Il va falloir attendre au moins jusqu'en 2024, d'accord? Mais ce qui est important, c'est de voir que cette pénurie va se régler quand les récoltes arriveront dès le mois d'octobre 2022. Donc, il y a deux choses. Les prix vont continuer à augmenter jusqu'en 2024. Par contre, en octobre 2022, on devrait avoir de la moutarde. Bon, moi, je vous le dis, quand au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 1er novembre 2022, il n'y a pas encore de raz-de-marée de moutarde en France. Hein. C'est pas la peine de courir au supermarché, surtout que le 1er novembre, c'est un jour férié. La moutarde n'est pas encore arrivée. Hein. Ce monsieur est très optimiste. Octobre 2022, bah, moi, j'ai pas vu encore. Alors, 6. La récolte 2022 permettra-t-elle de satisfaire les demandes en moutarde? La réponse, c'est non. Même si cette récolte a été très bonne, elle reste insuffisante. Pour approvisionner, approvisionner, c'est apporter les provisions nécessaires, stocker, hein, pour approvisionner correctement le marché. Donc, hop là, la récolte 2022, on est où? On est où? On est où? On est où? Alors, voilà. Vous parlez de la filière bourguignonne. Est-ce que la production est suffisante? Est-ce qu'elle a augmenté? Oui, il y a plus d'agriculteurs. Il y a une très bonne augmentation. Ça va nous permettre de faire des choses mieux. Euh, mais voilà, c'est pas encore. Là, on est à fin 2022, 2023, 2024. Et j'ai perdu ma question. Bon, c'est le matin. Alors, la récolte 2022 permettra-t-elle de satisfaire les demandes en moutarde? C'est ce que je cherche. Donc, où la récolte a augmenté. Voilà. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que les producteurs sont mis à cultiver plus de graines. D'autres vont le faire à partir de l'automne 2022, donc à partir de maintenant, pour une récolte 2023 qui sera utilisée fin 2023. Donc, ça va augmenter, mais pas tout de suite. Et en France, la récolte a été bonne en 2022, mais ils ont 50% de graines en plus par rapport à 2021. C'est bien, mais c'est insuffisant malgré tout pour répondre à la totalité du marché, de la demande du marché. Donc, on a deux choses par rapport à notre question. Notre question qui nous dit, est-ce que la récolte 2022 permettra de satisfaire les demandes en moutarde? D'une part, il y a des choses qui augmentent en 2022, mais ce sont les agriculteurs qui se sont mis à cultiver. On n'en est pas encore à la récolte. Là, on en est à planter plus de graines de moutarde. Ça commence, ça va arriver jusqu'en 2023-2024. Donc, ce n'est pas encore ça, la réponse à notre question. Et là, la récolte 2022 a été bonne. Oui, 50% de graines en plus. Donc, c'est une bonne récolte. C'est bien. Et notre réponse est ici. Mais ce sera insuffisant malgré tout pour répondre à la totalité des besoins du marché. Voilà. Donc, on n'a pas tout ce qu'il nous faut en moutarde. Alors, 7. Le PDG envisage-t-il d'utiliser des graines de moutarde canadiennes pour combler sa pénurie dans la fabrication de la moutarde reine de Dijon? Oh, attention, 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 un petit piège. Hein. J'ai bien dit moutarde reine de Dijon. J'ai bien dit ça. Hein. J'ai pas dit pour tous ces produits. Alors, la réponse à cette question, c'est non. Parce que toute la gamme moutarde reine de Dijon est réalisée exclusivement à partir de graines cultivées en Bourgogne. Les graines de moutarde du Canada sont utilisées dans d'autres produits. Ils sont utilisés dans d'autres produits et, et c'est quelque chose. Hop, hop, hop. Voilà. On utilise la graine de moutarde de Dijon. Là. On utilise la graine de moutarde de Bourgogne pour notre marque Reine de Dijon exclusivement. On a le petit exclusivement. On utilise évidemment aussi de la graine canadienne pour d'autres produits. Notre réponse est là. Voilà. Hein. La graine de Bourgogne pour la moutarde Reine de Dijon exclusivement.
la graine canadienne pour d'autres produits. Et moi, quand j'ai posé la question, j'ai bien précisé la fabrication de la moutarde Reine de Dijon, pas les autres trucs, Reine de Dijon. Donc, pour la Reine de Dijon, c'est non. La Reine de Dijon, elle est exclusivement faite à partir de graines cultivées en Bourgogne. Alors, oui, comment se porte l'entreprise Reine de Dijon financièrement à cause de ces pénuries? Eh ben, la réponse est qu'elle va bien, son chiffre d'affaires est stable, car les pertes en quantité ont été augmentées, compensées par une augmentation des prix. Voilà, 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 hop, hop, hop. Alors, voilà, au niveau du chiffre d'affaires, vous arrivez finalement à avoir quand même une stabilité où il est en baisse. Non, l'augmentation des prix a fait que ce qu'on a perdu d'un côté, donc ce qu'on a perdu avec la baisse des volumes, eh bien, on l'a récupéré avec les prix qui ont augmenté. Donc voilà, ils ont vendu moins, mais ils ont vendu plus cher. Donc le chiffre d'affaires est plutôt stable, voire et même en légère croissance, et même un petit peu en train d'augmenter. D'accord? Donc le chiffre d'affaires, ben, il va bien. Donc financièrement, ça fait écho au chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires est stable et même en légère augmentation. Alors, question 9. Sur le plan des ressources humaines, comment cette entreprise a-t-elle géré cette crise? Alors, réponse, elle a tenu à conserver tous ses employés afin de garder son savoir-faire. Les ressources humaines, ce sont les personnes, les gens qui travaillent dans une entreprise. On a les ressources financières, l'argent que l'on a. On a les ressources matérielles, les machines, les usines, et on a les ressources humaines, les gens à l'intérieur de l'entreprise. Donc, au niveau des ressources humaines, pendant cette crise, eh bien, l'entreprise a tenu, elle a absolument voulu, elle a tenu à conserver tous ses employés pour garder son savoir-faire. Elle n'a donc pas eu recours au chômage partiel quand les gens doivent travailler moins et que la perte de salaire est compensée par le gouvernement, par l'assurance chômage. Elle a au contraire redéployé ses employés dans des secteurs qui continuent à fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pris des employés qui n'avaient presque plus de travail dans certaines branches de son entreprise et elle les a mis dans d'autres branches qui avaient plus de travail. Donc, elle a vraiment, elle a vraiment protégé. Voilà. Euh, c'est dans ce paragraphe, pour avoir une idée, il s'élève à combien. Donc, le journaliste l'amène sur le terrain du chiffre d'affaires. Et donc, le monsieur, le directeur de Rennes de Dijon répond. Et ensuite, il dit, quand on avait des problématiques d'arrêt, donc arrêt des lignes, c'est l'arrêt des lignes de production, c'est-à-dire l'arrêt des machines, hein, on ne fait plus, ou de ralentissement. Ça allait moins vite, on en faisait moins parce qu'on avait moins de graines de moutarde à traiter. Eh bien, on utilisait les salariés sur d'autres lignes. Voilà, on les basculait. On les a tous gardés. On n'a pas eu recours. Avoir recours à quelque chose, c'est utiliser quelque chose. On n'a pas eu recours au chômage partiel parce qu'on tient vraiment à garder notre savoir-faire. Voilà. Hein. C'est compliqué, on apprend. Hein. Donc, ils ont un petit peu joué aux apprentis sorciers. Ils étaient en train de gérer la situation qui était une situation nouvelle pour eux, mais eux, pour ce dirigeant d'entreprise, il était très, très important de garder les salariés en activité, de continuer à fonctionner et de garder tout son personnel. Voilà pour cette question. Donc, cette entreprise a géré les choses d'une façon plutôt humaine et de façon aussi à préserver les intérêts de l'entreprise, à préserver son savoir-faire. Question numéro 10. Pourquoi leur activité à l'export a-t-elle diminué cette année? Bon, un peu facile comme question, mais c'est la fin, on est fatigué. Réponse, parce que l'entreprise a voulu privilégier le marché français. Elle a donc moins vendu à l'international que d'habitude, et ça, on va trouver ça, hop, 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 on va trouver ça à la fin, dernier paragraphe. Donc, le directeur dit qu'ils exportent, ok, ils exportent dans environ 55 pays. Les années antérieures, l'exportation, hein, les exportations, l'export, c'était 55%. Et cette année, c'est beaucoup moins. Ça a diminué parce qu'on a moins vendu à l'exportation. On a essayé de privilégier le marché français. Hein. Ils ont essayé, on va dire, ils ont. Alors, c'est très intéressant, ça. Donc, elle a moins vendu à l'international que d'habitude.
parce que, voilà, ils ont voulu privilégier le marché français. On va dire, j'aime beaucoup cette expression, euh, ils ont voulu ménager la chèvre et le chou. J'adore cette expression, ménager la chèvre et le chou. Imaginez que vous avez une chèvre, une jolie chèvre. Hein. Allez, une chèvre, une chèvre, une chèvre, voilà, une chèvre. Hop là, une jolie chèvre. Donc vous avez une jolie chèvre, voilà, la chèvre, ce joli petit animal là, avec des cornes et tout, qui est très très mignon. Et avec les chèvres, on fait du fromage. Et puis la chèvre, eh ben, qu'est-ce qu'elle mange? Eh ben, la chèvre aime bien manger les légumes. Et la chèvre adore. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là. Moi, j'ai en train de faire n'importe quoi. Un chou. Voilà. Un chou. Vous avez un chou. Et donc, votre chèvre, bah, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle n'a qu'une envie, c'est d'aller manger le chou. Parce que la chèvre, elle adore manger le chou. Donc, vous, si vous voulez garder votre chèvre et garder votre chou, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'en général, soit vous avez la chèvre, mais elle mange le chou, soit vous gardez le chou, mais la chèvre ne va pas être contente, elle va avoir faim, elle va, je ne sais pas, on va avoir des problèmes. Donc, ménager la chèvre et le chou, c'est une expression qui explique comment on essaye de faire attention à deux choses qui normalement ne vont pas ensemble. Et là, dans notre texte, normalement, il y a une chose qui se fait au détriment de l'autre, ou une chose qui se fait à l'avantage de l'autre. Le détriment, l'avantage, c'est l'opposé. Le gagnant a l'avantage, le perdant, le détriment. Donc, ménager la chèvre le chou, c'est quand on essaye de faire plaisir à tout le monde et qu'on ne peut pas. Et là, dans le cas de notre dirigeant, par rapport à l'export, eh bien, ils ont essayé de faire en sorte que, effectivement, ils ont moins exporté parce qu'ils avaient presque plus de moutarde, parce que justement, ils voulaient donner de la moutarde au marché français. Ils ne voulaient pas perdre le marché français. Mais en même temps, ils ne voulaient pas perdre le marché à l'export. Donc, ils ont vraiment essayé de trouver un équilibre qui n'était pas facile parce qu'ils avaient moins de moutarde, moins de produits à vendre, mais ils ont quand même essayé de satisfaire tout le monde parce qu'ils ne voulaient pas perdre ni la chèvre ni le chou. Parce que si on imagine le marché français, c'est la chèvre, le marché à l'export, c'est le chou. Si vous donnez tout pour la chèvre, si vous donnez tout pour le marché français, et ben l'année d'après, vous n'avez plus de marché à l'export. À l'inverse, si vous donnez tout pour le chou, qui est le marché de l'export, eh ben la chèvre, le marché français, ne va pas être content. Donc, c'est vraiment cette idée qu'ils ont essayé de trouver un équilibre, de ne pas, voilà, de ne pas trop avantager un, mais de ne pas désavantager l'autre non plus. Ils ont vraiment essayé de trouver un équilibre. Donc, il y a eu moins de moutarde à l'export, moins de moutarde en France, mais ils ont essayé de garder tous leurs clients. Voilà, ménager la chèvre et le chou. Aujourd'hui, je vous ai appris vraiment deux expressions très très jolies, et patati et patata. Et ils ont voulu ménager la chèvre et le chou. Voilà, ok. Donc, je reviens. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien pu comprendre ce texte, qui est un texte qui n'était pas forcément très très difficile, mais quand même qui avait un peu de vocabulaire et plein de choses. J'espère que vous êtes toujours vivant à la fin de toutes mes explications. Je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve, et bien donc on se retrouve jeudi pour un nouvel article de blog et mardi prochain pour la nouvelle vidéo de cet article. En attendant, prenez bien soin de vous, surtout apprenez le français, faites-vous plaisir, c'est l'essentiel. Et ben voilà, moi j'arrête de parler.